c'est ton émission dédiée aux acteurs du milieu du football. Anecdotes, transferts, négociations, tout ça sera révélé ici. Merci à vous de nous suivre sur YouTube. N'hésitez pas directement à lâcher le like et surtout abonnez-vous, c'est hyper important. On remercie également Unibet Experts qui sponsorise cette émission. Merci à eux pour le soutien. Cette semaine, on est avec Mélissa Onana, l'agent et la sœur d'Amadou Onana. On va apprendre plein de trucs sur le milieu du football. C'est aussi une entrepreneuse, donc on va aborder d'autres sujets hyper intéressants. C'est parti tout de suite pour le meeting. Mélissa, comment tu vas ? Super bien, et toi ? Ah, je suis super content de te voir. Je te jure, je suis content de te voir parce qu'à chaque fois qu'on passe des moments ensemble, c'est tout de suite hyper enrichissant, c'est énergisant. Et tu fais partie des rares personnes avec qui j'aime bien passer du temps sans parler de football, du milieu du football. Super sympa. Donc c'est vraiment super cool. Vraiment, je vais savoir déjà, premièrement, comment vas-tu ? Est-ce que tout va bien pour toi ? Comment tu es dans quelle énergie là en ce moment ? Honnêtement, je reviens de Chine, donc je suis un peu fatiguée. Le décalage horaire m'a knock-out. Mais non, ça va, franchement, je suis contente. Tout se passe bien, on évolue, on apprend, on construit. Donc, ça va. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a plein de volets à aborder avec toi. C'est-à-dire que tu es entrepreneuse, tu travailles sur différents domaines pour développer des activités. Tu es évidemment agent, tu as lancé ton agence. Donc, tu n'es pas que l'agent d'Amadou Onana, tu es également l'agent de plein d'autres joueurs et tu essayes de développer plein de choses. Et tu as également un volet que tu développes en collaboration avec une académie au Sénégal. Donc, c'est vraiment un néerlandais, on appelle ça oppervlakte, ça veut dire une espèce de volume absolument incroyable de choses différentes. Ça va, tu arrives à t'en sortir tous les jours ? Ça commence tôt le matin. Ça commence très tôt, mais après moi je suis très matinale. Ouais. Aujourd'hui je t'ai réveillée à 4h30. Bon, après c'est aussi à cause du décalage horaire, mais en général c'est 6h où je me réveille. J'aime travailler le matin. Je suis pas du tout de l'après-midi où à partir de 16h je commence à piquer du nez. Okay. Le moment où je travaille le mieux c'est le matin, clairement. Ouais. Et oui, ça va. Après, je suis accompagnée pour tous les projets que j'entreprends, heureusement. J'ai des collègues avec qui je travaille qui sont en France, en Autriche, ici aussi en Belgique avec moi. Et puis, bien sûr, des partenaires au Sénégal et dans d'autres pays d'Afrique également. Est-ce que tu t'y fais maintenant à ce milieu du football dans lequel tu es ? Tu arrives tout doucement à comprendre un peu les us et les coutumes ? Parce que je me doute qu'au début, quand tu as mis les pieds dedans et que tu t'es battu test après test pour faire grandir Amadou, c'était compliqué. Ça va maintenant, tu arrives à prendre un peu la marge de la chose ? Alors oui, maintenant, ça fait quoi ? Ça fait plus de 6 ans en temps plein. Et ça fait 13 ans avec Amadou. Donc ça va, je connais un peu le milieu maintenant. Alors au départ, c'est sûr que je me suis pris une grosse claque. Parce que c'est un milieu qui est complètement différent de tout ce que j'ai connu auparavant. Alors moi, il faut savoir que j'ai étudié de base le tourisme et l'événement, donc rien à voir. Puis j'ai fait un peu d'import-export, où j'ai travaillé pour Célio International. Et puis j'ai eu une boutique aussi au Sénégal. Enfin ça, j'étais déjà un peu entrepreneuse à l'époque. Mais c'est vrai que le football, c'est complètement différent de ce que je connaissais à l'époque. Mais qu'est-ce qui t'a excité ? Qu'est-ce qui t'a donné envie, vraiment, d'entrer le pied dedans ? Parce que l'amour, on connaît un peu ta détermination, maintenant on connaît ton histoire, on sait ce que tu as fait. Tu en as fait d'ailleurs un documentaire, on en reparlera plus tard. Mais qu'est-ce qui t'a donné l'énergie de faire le step, en plus du fait de développer la carrière de ton frère, mais de te dire, OK, maintenant, ça y est, quoi. Ça va devenir mon monde, ça va devenir ma vie. Je vais construire des carrières qui sont autres et surtout, je vais encore aller plus loin en essayant de développer sur base de rien du tout, du nouveau, du neuf, autre chose. Non, au départ, il n'y avait pas autant de réflexion. Clairement, j'ai plongé un petit peu tête baissée parce que mon but, c'était aider Amadou. C'était comment je vais dire ça, un instinct de protection, clairement. Et je me suis formée pour ça. Parce que tu sais très bien que le monde du football peut construire, mais peut aussi détruire. Surtout quand tu es jeune comme ça, c'est très compliqué. Donc, j'ai voulu l'accompagner. Et au fur et à mesure, j'ai pris goût. Mais après, je suis aussi née manager. On en parlait avec ma mère encore il y a 2-3 semaines. Je suis née manager. Moi, la manière dont je montre de l'intérêt à mes proches, dont je montre... voilà que ok, ce que tu fais m'intéresse, j'ai envie de t'aider. Voilà, c'est comme ça. Quelqu'un va je vais avoir envie de savoir comment quelqu'un va dans mon entourage. Je vais lui demander ça va ton business ou ça va ton projet, mais comment est-ce que je peux t'aider? Ça, c'est un peu mon love language, on va dire, tu vois. C'est plutôt le act of service. Donc, c'est vraiment
Je sais pas montrer de l'intérêt à quelqu'un sans vraiment participer à la construction de ses projets ou Oui, ça veut dire que tu as là où je besoin d'avoir sais. une implication directe dans les Ouais, c'est choses. ça en fait. J'ai ce besoin-là. J'aime ça en fait. Mhm, J'aime ça et j'aime savoir, je pense, que que ça va te permettre aussi de t'épanouir. mhm. Tu vois, je vais reformuler ça. Tu ne fais jamais rien sans intérêt. C'est ça qu'il y a toujours Non, un intérêt particulier, un attrait, au moins une passion. L'intérêt, ça peut être un intérêt de plaisir. Hein. Il y a pas de... Je ne parle pas d'intérêt financier, là. Je parle simplement du fait de dire, j'ai, entre guillemets, je donne un sens à ce que je fais Voilà. pour que ce soit ancré dans la matière et que ça existe, en fait. Exact. J'aime donner un sens à ce que je fais, que ce soit pour moi, que ce soit pour les autres, mes proches, etc. Donc je trouve ça très épanouissant. C'est le management que j'aime, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Le football, c'est bien, c'est chouette, je peux apprécier des matchs, etc. Mais c'est le fait de construire qui fait que j'arrive à m'épanouir. Mhm. Tu sais, on en parlait tout à l'heure en coulisses, et il y a une arborescence dans l'émission en off qui est un petit peu en train de se dessiner et qui est en fait une espèce de ligne rouge. C'est-à-dire que la plupart des invités ont souvent le même ADN, c'est-à-dire qu'ils font les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. C'est ce que je t'expliquais. Et le gros problème du milieu du foot, et on le soulignait tous les deux, c'est qu'effectivement, les gens pensent que parce qu'ils font partie de ce milieu et qu'ils sont des privilégiés, ils doivent tout de suite se considérer comme des ministres. Oui, et puis après se comporter d'une certaine manière que moi je ne comprends pas. Comme je te l'ai déjà dit aussi, on ne sauve pas des vies, hein. On ne sauve pas des vies, on n'est pas médecin, neurochir ou autre. Alors oui, on peut changer des vies à travers le football, mais c'est pas notre boulot qui change des vies réellement. Enfin, qui sauve des vies, pardon. Donc je comprends pas cette manière de fonctionner où les gens snobent un peu, tu vois, alors que voilà, ça reste du sport. Restons à nos places, restons calmes, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc, Mais il y a toujours... parce que tu dis ça, on ne sauve pas des vies, mais en même temps, j'ai cette réflexion de me dire, dans ton travail, on en parlera un peu plus tard, mais non, mais de dans manière, l'académie au Sénégal, de manière directe. ouais, On parce va que pas se mentir, oui, on change des vies, on peut changer des vies en tout Ouais. cas, on peut mettre des choses en place qui vont changer des vies, mais sur le moment même, on sauve pas des vies. On n'est pas des demi-dieux ou quoi que ce soit, donc ouais. c'est à ce niveau-là que je veux dire on sauve pas des vies. Oui, quand on va au Sénégal et qu'on organise des tournois, enfin, que ce soit au Sénégal, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Burkina Faso, là encore, en février, j'ai fait un tournoi, on a changé une vie. Parce que quelqu'un s'est fait repérer, il a été transféré, là maintenant il est en Europe, et s'il continue à bien travailler, bah, sa vie va complètement changer. Tout va shifter pour lui, et ça a déjà shifté, donc voilà. Voilà, tant mieux, je suis content pour toi et pour lui. Ouais. On va aborder la thématique, justement, qui est celle de la Mélissa Agent, et plutôt sœur aussi. Ça doit être très compliqué de savoir manager à la fois ton frère et avoir la différence, parce que tu as beaucoup d'automatisme avec lui par rapport à tes autres clients. Comment est-ce que tu fais, je dirais, De quel automatisme est-ce que tu parles? dans la gestion humaine, c'est-à-dire que vous connaissez, vous Ouais. avez vécu des choses ensemble, c'est beaucoup plus facile de gérer ton frère au vu de ce qu'il est et de la façon dont vous Je gérez, suis non? pas sûre. Non. Je suis pas sûre que ce soit plus Explique-moi. facile de gérer Amadou qu'un autre joueur. Parce que justement, il y a cette vision de frère et sœur qui parfois peut rendre les choses un peu plus, comment je vais dire ça, challengeantes, on va dire ça comme ça. Parfois, on ne sait pas, lorsqu'on commence une conversation, il est difficile de savoir qui parle. Donc on a un peu cette relation schizophrène où il y a deux personnes dans la pièce, mais en réalité, il y a plus que deux personnes. Parce qu'il y a Mélissa la sœur, il y a Mélissa la femme. Il y a Amadou l'homme, il y a Amadou le joueur, il y a Zund le frère, etc., etc. Tu vois, donc je pense que là, on a réussi depuis 13 ans, c'est trouver un équilibre dans cette relation. Mais là où on devrait peut-être encore évoluer, c'est se dire, ok, mais qui parle à ce moment-là? Parce que la sœur ne pense pas la même chose que l'agent. Donc là où peut-être dans une décision, la sœur penserait, ben voilà, on s'en fout de l'équipe, l'important c'est, je sais pas, tel sujet. Et puis l'agent va être là, mais non en fait, ce qui est important c'est ça, ça, ça et ça, tu vois. Donc c'est très compliqué à gérer. Je vais pas dire compliqué, mais c'est challengeant. Faut vraiment à chaque fois se poser la question, ok, qui parle à ce moment-là? Qui est en train de communiquer?
Donc, est-ce que c'est la sœur qui parle au joueur ou est-ce que c'est l'agent qui parle au... Enfin, tu vois, enfin, la sœur qui parle au frère ou l'agent qui parle au joueur, c'est ça où il faut réussir à détecter, qu'il faut réussir à détecter, ouais. Est-ce que la sœur est plus émotionnelle que l'agent est lui plus raisonnable? Oui. Oui, je dirais que... Ah, c'est une bonne question. La sœur et l'agent se ressemblent, hein. La sœur et l'agent se ressemblent. La sœur est beaucoup plus protectrice, peut-être. Mais non, la sœur et l'agent se ressemblent. Je suis née manager. C'est la réalité. J'ai toujours aimé ça. Avant le football, je manageais des artistes. J'ai toujours aimé contribuer au projet des personnes. Je trouve ça, comme j'ai dit précédemment, épanouissant quand tu vois quelque chose qui se réalise et tu dis, purée, j'ai contribué à ça. Je trouve ça magique. Ouais, c'est clair. D'autant que tu as... Et encore plus quand c'est quelqu'un de ta famille. Et pour être en plus légitime aux yeux d'un international belge, d'un joueur de première ligue, qui est ton frère, mais qui quelque part aussi va t'écouter avec le raisonnement d'un vrai initié du milieu. Donc tu dois aussi avoir des arguments. L'avantage avec mon frère, c'est qu'il sait que c'est bienveillant. Là où ça peut être plus compliqué avec d'autres joueurs, parce qu'ils se disent, mais attends, tu cherches ton avantage ou tu cherches mon avantage? Ce qui est légitime. Parce que quand tu entends tout ce qui se passe sur le marché avec d'autres agents, bah, c'est compliqué pour le joueur de te faire confiance. Et puis lui, il joue sa vie, il joue sa carrière. Tu vois. Donc s'il y a une mauvaise décision qui est prise, ben, c'est lui qui va payer les pots cassés. C'est le joueur qui va payer les pots cassés en réalité, sur le long terme. Ouais, d'accord avec moi? Donc là où c'est plus facile avec Amadou, c'est que il sait, elle dit ça parce qu'elle a vu ça et c'est bienveillant. D'accord. Mais comment tu arrives à convaincre? Est-ce qu'il y a, enfin, la question c'est, y a-t-il des différences fondamentales entre la manière dont tu vas convaincre en tant que manager ton frère et la manière dont tu vas convaincre quelqu'un qui n'est pas de ta famille et qui fait partie aussi de ton agence? Est-ce que les manières, les ficelles que tu vas utiliser pour ton style de management se ressemblent? Oui. Ouais. Elles sont les mêmes. Pourquoi? Parce que pour moi, l'important, c'est que le joueur soit épanoui. Parce qu'un joueur épanoui va pouvoir prester. Et prester, ça veut dire évoluer et grandir. Et tout le monde grandit, du coup. Quand un joueur explose, toi aussi, tu montes. On va pas se mentir. Et ça reste un business aussi. Même s'il y a une valeur émotionnelle, parce que je suis comme ça, ça reste un business. Et plus ton joueur va être épanoui et va réussir à prester, plus il va grandir et toi aussi, tu vas grandir. Donc, au niveau du management, je mets la même exigence qu'avec Amadou. Tu m'as déjà confessé auparavant que c'était un peu compliqué pour toi parfois avec d'autres joueurs qu'Amadou dans la façon dont justement tu devais les convaincre. C'est pour ça que je pose la question. Tu dis que parfois... Après, convaincre, c'est pas le bon terme pour moi. En lui disant, tu sais, on va le dire un peu platement, Chacal, à un moment donné, c'est la bonne solution pour toi. Tu vois, non, il faut que c'est tu pas te comme ça. L'important, en fait, le gros problème pour moi dans le football, c'est que les gens n'expliquent pas assez aux joueurs les raisons pour lesquelles ils doivent peut-être prendre cette décision ou l'autre. Nous, notre job, c'est de leur donner les outils pour prendre les bonnes décisions. Et pour leur donner les bons outils, il faut un maximum de transparence. Et c'est le gros problème du football, c'est le manque de transparence. Aujourd'hui, on ne dit pas aux joueurs, non mais en fait, ça va pas. Ça, tu ne sais pas le faire. Ou ça, tu sais le faire, tu es très bon dans ça, tu vois. Donc, lorsqu'on leur apporte un maximum de transparence, mais du coup, ils ont les outils pour pouvoir prendre les bonnes décisions. C'est tout. Combien d'histoires on n'a pas entendues où, en tout cas moi je l'ai vécu, hein, là, les personnes avec qui on a travaillé déjà dans le passé, parce que parfois tu fais des partenariats, mais ça c'est quand on était très très jeune, te disent une certaine chose, et en fait quelques années plus tard tu apprends que non, en fait c'était pas la bonne information, et c'est pour ça qu'on a pris telle décision. Aujourd'hui on va pas se mentir, nous on a réussi à ne pas se faire influencer par ces personnes-là, et pour moi, aujourd'hui, c'est un sans faute. Avec la carrière d'Amadou, les décisions que nous avons prises ont été les bonnes. On a pu, à plusieurs reprises, faire le choix du prestige ou faire le choix de l'argent, et on ne l'a pas fait. Ça fait combien de temps maintenant que je travaille avec Amadou? Je pense 13 ans. Pour moi, c'est un sans faute. Et c'est très, très rare dans le football. Je ne dis pas que dans le futur, on ne pourra pas faire des erreurs. On est des êtres humains, tu vois. Mais... Oui, donc il y a eu effectivement le chemin assez, je dirais, linéaire avec Hambourg, Lille. Donc Hoffenheim, Hambourg, Lille, Everton et Aston Villa. Et pour toi, c'est à chaque fois une espèce d'escalier qu'on va monter. C'est la marche. C'est la marche qui est montée à chaque fois. Quoi. Tout à fait, tout à fait. Au niveau sportif, c'est la marche
on a monté la marche, ouais. C'est intéressant parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui a été réfléchi en amont. Est-ce que vous avez planifié les choses? Est-ce que tu es du genre d'agent à avoir peut-être déjà le coup d'après dans l'idée? Ou tu es quelqu'un qui te dit, OK, il y a plusieurs opportunités, on va à un moment donné les sous-peser et puis on va voir et on peut réagir aussi sur l'instant, sur ce qui se passe? Établir un plan super concret, c'est difficile dans le football parce que tout peut changer du jour au lendemain. Et c'est ce qui est d'ailleurs marquant avec ce milieu, c'est que tout peut switcher. Tu peux monter comme tu peux descendre, mais très 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 rapidement, il faut faire très attention. Et chaque choix peut influencer ton futur de manière très positive ou très négative. En fonction... Alors moi, la manière dont je prends mes décisions, c'est toujours en fonction du joueur. C'est le joueur qui décide à la fin. D'accord ? Notre job, c'est de lui mettre toutes les informations nécessaires pour qu'il puisse prendre la bonne décision. Les joueurs ne sont pas stupides et ils font énormément de sacrifices. Donc quand tu leur mets les bonnes informations, normalement, tout joueur bien constitué, avec un minimum d'intelligence, va prendre la bonne décision. Et nous, on fonctionne comme ça. Ok, là maintenant, on a atteint ce step-là. Qu'est-ce que tu veux pour ta carrière ? Tu cherches quoi ? Les trophées ? Le prestige ? Tu cherches l'argent ? Moi, je ne juge personne. S'il y a des joueurs qui viennent chez nous et qui nous disent écoute, moi, je veux juste mettre ma famille à l'abri. J'aime pas spécialement le football. Moi, de base, j'aime la MMA. C'est un exemple. J'en ai déjà eu. Mais je suis bon dans le football. Donc, voilà, je vais jouer, je vais faire ce qu'il faut. Mais moi, je cherche telle opportunité. Ok, on va orienter ta carrière pour que tu puisses atteindre ton objectif. Donc, pour chaque joueur, il est important d'avoir une bonne discussion et voir vers où il veut s'orienter. Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai vu notamment le chemin que tu as fait avec un autre de tes joueurs. C'est pour ça que je ne parle pas qu'Amadou, parce que je trouve que c'est intéressant de voir les développements des autres, notamment Joël Chinctien, qui est très intéressant, parce que c'est un international espoir belge qui est passé par le club belge de Houdeverlee-Louvain et qui, en fait, a fait tout de suite le step, qui aurait pu aller encore plus haut, mais qui finalement est passé par un club qui est un club relativement on va dire bas de tableau Serie A, qui maintenant aujourd'hui est en Série B, je pense, Série B, tout à fait. qui est le club de Venezia. Comment est-ce que, quand tu as analysé son profil, qu'est-ce qui t'a attiré dans l'idée de développer sa carrière ? Est-ce que c'est d'abord le fait de dire, parce que chez toi, souvent les joueurs sont comme ça, tête bien faite, bien pensée, on avance, le gars il est réfléchi, il est mature, on y va, mais au niveau du potentiel et de comment tu as projeté sa carrière en fait ? Moi, ce que j'aime avec Joël et la raison pour laquelle j'ai voulu travailler avec lui, c'est une force tranquille. C'est quelqu'un de très réfléchi, de très posé et qui travaille dur et qui n'a pas peur de prendre des risques. Lorsque, déjà, quand on a commencé à travailler ensemble, donc je l'avais repéré à Houdeverlee, et je m'étais dit, ok, le profil j'aime bien et tout. Déjà, voilà, défenseur en général, on cherche du gabarit. On cherche de la taille, de la rapidité, ce qu'il avait aussi. Et puis une tête bien faite, comme tu l'as dit. Moi, j'aime travailler avec les gens qui ont une tête bien faite. Et je l'ai approché, j'ai commencé à discuter avec lui. Je me suis dit, ok, le garçon est intelligent en plus, donc il y a moyen de faire quelque chose. Même si à cette époque-là, honnêtement, au HL, ils l'ont pas trop calculé. Donc il voulait même le prêter. Il voulait faire quoi encore ? Je ne sais plus s'ils voulaient le prêter ou le faire jouer dans une catégorie inférieure. Et on leur a dit, s'il vous plaît, laissez-le là où il est. On va travailler avec lui, ce qu'on a fait. Il a travaillé avec un coach physique. On a bien discuté avec lui. On lui a fait comprendre certaines choses, etc. Et 1 an après, il se retrouve titulaire avec OHL. Et là, tout le monde commence à se dire, ok, il y a quelque chose. Il travaille. Le club aussi travaille avec lui, ils mettent des choses en place. Et puis, le moment où il y a pas mal d'intérêt pour lui, on lui explique les tenants et aboutissants et surtout les risques. Parce que beaucoup aussi d'agents ou managers, définis-le comme tu veux, n'exposent pas toujours. Ouais. Mais on lui dit, voilà, l'Italie, ça peut être quelque chose de bien pour toi. Pour moi, pour les milieux de terrain et les défenseurs, c'est là où tu apprends, c'est le jeu des adultes. C'est une école incroyable. Et donc, je lui explique que voilà, en Italie, je lui explique comment ça se passe, quels sont les risques. Et il me dit, moi là maintenant, j'ai besoin d'un challenge. J'ai connu que la Belgique, où ça se passe très très bien, mais j'ai besoin d'un challenge. Je lui dis, ok, alors il n'y a pas de souci. Et il me dit donc on arrive près de l'été, et il y a Venezia qui montre un fort intérêt, et on lui présente le tout, et il me dit, voilà, moi je veux y aller.
quoi qu'il se passe, je sais que je pourrais être sur le banc, je sais que physiquement, il travaille très très dur et que ça va prendre du temps pour développer mon corps, etc. Il me dit, moi, je vais y aller. Je dis, ok, franchement, je respecte ce genre de joueur. C'est-à-dire qu'il savait que c'était compliqué et que ça allait être difficile, mais il a quand même fait parce que lui-même avait envie de, quelque part, aller peut-être péter son propre plafond de verre, quoi. Exact. Et alors, on lui a dit, pendant plusieurs mois, tu risques de ne pas jouer. C'est ce qui est arrivé. Les 3 premiers mois, il a joué un gros match contre, je pense que c'était Milan. Et c'est très compliqué. Je pense que ça lui a aussi mis une petite gifle. Mais ça fait du bien parfois de se dire, ok, en fait, ça, c'est le niveau que je dois atteindre. Maintenant, je sais sur quoi je dois travailler pour atteindre ce niveau-là. Il n'a pas joué pendant 3 mois, et puis il a commencé à jouer. Il s'est un petit peu blessé, si je me souviens bien. Et puis, il a fini la saison. Ça s'est très bien passé. Bon, malheureusement, le club est descendu. Mais voilà, ça, c'est le jeu. Il reste en Série B, performant, ça se passe et maintenant, bien. Il est titulaire. Et tu sais qu'en Italie, ça peut aller très vite. Ouais, surtout qu'en plus, très très vite. Tu t'ouvres à un marché qui est très en circuit fermé. C'est-à-dire que le marché du football italien a tendance à aller très rapidement recruter à l'intérieur du marché. Exactement. C'est-à-dire que le fait d'être en Série B ne te fait pas oublier des recruteurs et des grands clubs, au contraire. C'est-à-dire que l'idée, c'est peut-être qu'aujourd'hui, tu vas retrouver un scout de la Fiorentina ou de la AS Roma ou peut-être de la Lazio qui va avoir un œil sur Joël parce que justement, il se dit il sera moins cher parce qu'il est en Série B, il connaît le championnat d'Italie, il a déjà joué en Série A. Il aura une base de développement chez nous, donc on pourrait le récupérer, et même ce serait même plus intéressant de le récupérer maintenant. Maintenant, exactement. Voilà. Exactement. Quand vous êtes descendu, quand Joël est descendu avec le club de Venise, il y a eu quand même des forts appels du pied cet été. On peut rappeler que l'AS Monaco était quand même très intéressé par son profil. C'est qu'à un moment donné aussi, il a déjà marqué des points en Serie A, quoi. Tout ça, c'est un process. Il faut être patient, il faut continuer de travailler. Mais effectivement, Joël, c'est un joueur qui a un énorme potentiel. Qui n'a pas été vu à sa juste valeur ici en Belgique, malheureusement, mais qui, je pense, dans le futur, va nous montrer énormément de choses. Ça aussi, c'est un point commun de la plupart, quelques-uns de tes joueurs en Belgique qui ont réussi, c'est qu'ils ne sont pas estimés à leur juste valeur. On a eu le cas avec Zulte Waregem et Amadou, on a le cas maintenant avec Joël. Peut-être que c'est... Est-ce que c'est pas une ligne de vie ? Et que quelque part, dans la vie, les choses sont parfois un peu tracées. Est-ce que c'est le type de joueurs qui te sont destinés ? Est-ce que parfois, il y a cette espèce de chose qui est un peu impénétrable, imperceptible, qui peut arriver aussi dans le lien d'un manager, dans la construction de sa propre carrière, d'avoir des trucs qui ressemblent à sa vie et qui vont à un moment donné lier. Peut-être. Après, c'est pas que je recherche ce type de profil. Quoique, j'aime les joueurs qui ont galéré. Parce que ce que j'ai pu observer, c'est que les joueurs qui ont une trajectoire assez lisse, mentalement, parfois, c'est plus compliqué lorsqu'ils font face à des difficultés. Donc, peut-être que sans le vouloir, je m'oriente vers ce type de joueur. Parce que, voilà, quand t'as galéré, voilà, t'es fort mentalement, normalement. T'es plus fort, en tout cas. Ouais. Donc, peut-être, mais je ne me suis jamais posé la question. C'est une bonne observation. Ouais, souvent, en fait, c'est les lignes de vie qui se croisent et voilà. On n'est plus dans le domaine du football à ce niveau-là, mais c'est effectivement des choses qui peuvent parfois arriver. Avant de reparler d'Amadou et d'aller un peu plus en détail dans sa trajectoire, comment tu définirais, toi, les rapports sociaux que tu as au sein du milieu du football ? Comment tu vis ? Parce que c'est pas évident. Moi, ils sont forts, mais ils sont très complexes. Il y a énormément de... Désolé, je t'ai coupé d'ailleurs. Il y a énormément de concurrence, mais il y a aussi du travail d'équipe. Voilà, c'est vraiment complexe. Là où tu pourrais ne pas t'entendre avec un autre agent parce que voilà, tu sais très bien que, je sais pas moi, peut-être qu'il veut essayer de prendre ton joueur ou qu'il veut mettre un joueur à la place du tien, enfin soit. Parfois, tu te retrouves dans une situation où en fait, tu vas devoir travailler avec lui aussi. Donc, non, c'est très complexe, c'est très compétitif. Ça procure énormément d'adrénaline, mais j'y trouve mon compte, donc... Ça doit pas être évident aussi parce que tu es une femme de caractère, tu sais ce que tu veux, et surtout, on sent quand on a des conversations avec toi, je peux en attester parce que j'en ai eu souvent et j'en ai souvent, c'est qu'on est vraiment quelqu'un qui est très assis sur sa matière, très sûr de ce qu'il dit et qui est compétent, en fait, fondamentalement. Est-ce que ça, parfois, ça a pu désarçonner la plupart des gens qui sont parfois des collaborateurs ou même des gens qui sont à un moment donné amenés à négocier avec toi, qui sont masculins ?
Désarçonner, je sais pas, je pense les étonner un petit peu. Ouais. Après, voilà, il y a de plus en plus de femmes dans le milieu, hein. Femmes arbitres, il y a eu des femmes au sein de très grands clubs et encore aujourd'hui, quand tu vois, je crois, Newcastle. Mais tu as négocié avec beaucoup de femmes pour des... Non, je n'ai pas négocié avec beaucoup de femmes, Voilà. mais il y a quand même pas mal de femmes dans le milieu. Donc je pense qu'ils ont de plus en plus l'habitude de faire face à des femmes. Que ce soit même des mères, hein, qui sont aussi agents. En Espagne aussi, je pense qu'il y avait 2 directrices sportives de clubs, etc. Donc voilà, il y a de plus en plus de femmes. Désarçonné, je ne sais pas. Étonné, oui, peut-être. Parce qu'en plus, voilà, je suis... Enfin, quand j'ai commencé, j'étais assez jeune. Aujourd'hui, j'ai 36 ans. Mais à partir du moment... Bon, après, je pense que les hommes, ils aiment bien te tester et voir un peu si tu maîtrises ton sujet. Mais une fois qu'ils voient que tu maîtrises ton sujet, ben, il n'y a aucun souci. Et, ils te prennent au sérieux et tout se passe bien, hein. Ouais, je dis ça parce que j'ai la chance de pouvoir faire partie un peu de ton cercle d'amis proches, notamment sur les réseaux. Et je vois que souvent, tu reposes des choses qui sont très fortes, même dans une forme de féminisme, etc., pour même dans les relations, etc. Et je me dis parfois, est-ce que ce milieu-là, qui est quand même intellectuellement, on peut le dire la vérité, un peu restreint, et c'est très compliqué d'avoir des discussions qui volent très haut dans le milieu du football, est-ce qu'à un moment donné, ça peut parfois te désarçonner ou te fatiguer, en fait, tout simplement? Ou alors tu fais la part des choses. Je fais la part des choses. Entre la Il y a professionnelle... la vie, et puis il y a le travail, il y a le football, il y a Mélissa l'agent, et puis il y a Mélissa la femme en dehors du football. Je ne mets pas spécialement ma féminité en avant. Je pense que c'est quelque chose qui s'exprime naturellement, comme on ne va pas demander à un homme d'expliquer sa masculinité, tu vois. Je pense qu'elle se présente naturellement par la manière dont je communique, par la manière dont j'écoute, parce que une femme et un homme qui écoutent quelque chose, c'est pas la même chose. Oui, dans ma manière de travailler, mais c'est quelque chose qui s'expose naturellement. Et je vais me poser autrement. Comment tu te protèges du regard des autres, de manière générale? Je pense pas que ce soit nécessaire, et je pense même pas que tu puisses réellement le faire. Les gens auront toujours une opinion, ils auront toujours quelque chose à dire, c'est la nature humaine. Je pense que le plus important, c'est de réussir à prendre de la distance avec ça et faire en sorte que ça ne t'impacte pas. Ça, c'est le plus important. Parce que si tu essayes de te protéger de tout ce que les gens disent, font, pensent, croient, tu vas vite te fatiguer, hein, surtout dans ce milieu-ci. Où les gens adorent parler pour parler, même lorsqu'ils n'ont rien à dire. Donc, juste prendre de la distance. D'accord, ok. Mais ça t'est déjà arrivé de te faire draguer par un directeur sportif ou pas? Une bonne question. Ouais. C'est une bonne question. Ok, c'est sympa. Eh ben super, on continue cette conversation dans quelques instants. Pour ceux qui nous suivent sur LM24, ce sera juste après la publicité. Et donc, Mélissa, je vais me poser une question assez intéressante. C'est jusqu'où tu ne serais prêt à ne pas aller pour défendre les intérêts de ton joueur? Elle est où ta limite? Où est-ce que tu te fixes à un moment donné le point Godwin? Le maximum, il est où? Honnêtement, le football, il est régi par des structures comme la FIFA, comme les différentes fédérations, et je respecte leur règlement de manière très stricte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, lorsqu'on signe un contrat avec un joueur, il y a des règles qui sont établies. Voilà, moi j'aimerais ci, moi j'aimerais ça, et on ne déroge pas à ce que le joueur veut. Donc d'abord, les institutions, FIFA, fédération, et bien sûr, le joueur. Donc c'est aussi simple que ça. T'as déjà été déçu par des joueurs? Bien sûr, bien sûr. Encore l'été passé, où tu t'investis pendant plusieurs années sur la carrière d'un joueur qui n'avait pas été reconnu, et puis voilà, tu fais le transfert, etc. Et le joueur te dit ouais, ben en fait, moi, il y a telle agence qui est venue me parler, et je vois qu'il nous reste, je sais pas moi, X semaines pour le mandat, et je pense à partir. Ok. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a une raison ? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a mal fait ? Est-ce qu'il y a une communication qui ne s'est pas faite dis-nous, si on peut corriger quelque chose, ben, nous on est toujours prêts à évoluer, hein, tu vois, tout ça c'est un process, que ce soit au niveau du joueur ou au niveau des agents, on apprend tous les jours. Non, tout va bien.
tout va bien, mais tu veux partir. Oui, ok. Et donc, bon, il y a eu une discussion, etc. On a compris le pourquoi du comment, on a réglé et le joueur est resté. Mais, ouais, c'est décevant. Tu sens que parfois les décisions, Surtout quand il n'y a pas eu d'erreur, tu vois. elles ne sont pas prises par les joueurs eux-mêmes. Est-ce qu'il n'y a pas des joueurs qui sont poussés dans le dos pour qu'à un moment donné, la décision soit orientée vers le départ? Le souci, hein, en tout cas dans ce cas-là, c'est les agents qui viennent leur chanter des choses dans les oreilles, qui leur promettent des choses incroyables, qui ne sont même pas réalisables. Et du coup, quand toi, tu viens avec un discours beaucoup plus raisonnable, où tu lui dis, voilà, moi je pense que tu peux réaliser ça cette année, et peut-être ça dans 1 an ou 1 an et demi, parce qu'il y a telle raison, le marché, il se passe ça, ben ça fait moins rêver, tu vois. Maintenant, l'avantage, c'est que le joueur était intelligent, et on lui a tout expliqué, on lui a montré des faits concrets, pas comme les autres agents qui l'ont fait simplement rêver, qui ne pouvaient pas prouver ce qu'il disait. Et puis le joueur a pris la décision de rester avec nous. Tu le fais, toi? Tu joues à ce jeu-là? Tu C'est-à-dire pars à la chasse, tu faire rêver entres dans la jungle et tu essayes d'un moment donné aussi jouer le jeu qu'essayent de jouer ceux qui essayent de détourner tes clients? Je pense Est-ce que tu le fais aussi? Non, je pense qu'on a dû certainement parler à des joueurs qui avaient des agents ou on ne savait pas qu'ils avaient des agents. Nous, on présente notre produit, on leur explique comment on travaille. Et si un jour, ils ne sont pas heureux et qu'ils ont envie de nous rejoindre, ben, bien sûr qu'on ne va pas leur dire non. Mais aller dans des agences où tu sais pertinemment que le joueur est signé pour le récupérer, non. Il y a assez de joueurs sur le marché pour tout le monde. Donc pourquoi essayer de manger dans l'assiette de l'autre? Donc elle est là, ta limite. Peut-être. C'est le fait de ne pas décauser je dirais, ce qui pourrait devenir un partenaire à l'avenir, mais qui est surtout un concurrent au départ. Oui, tout à fait. Tu n'irais pas jusque-là pour signer? Non, ce que je peux faire par contre, si je sais que le joueur fait partie d'une certaine agence et que j'ai une opportunité, je vais appeler l'agent. Écoute, je m'entends très bien avec ce club, il cherche tel poste, je sais que tu travailles avec tel joueur, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Ça oui. Parce que comme je dis, il y a assez pour tout le monde. À partir du moment où tu es d'accord de partager. Tu n'es pas greedy, tu vois. Quelle est la phrase la plus forte que ton frère Amadou t'a dit et qui te résonne encore aujourd'hui dans l'esprit, dans la relation que vous avez vécue? Vu le parcours, vu le nombre d'agences qui sont venues le courtiser, en sachant pertinemment que je suis son agent et sa sœur, c'est le fait qu'il m'ait dit « Je sais que personne d'autre ne protégera mes intérêts autant que toi. Que personne d'autre va se battre aussi fort que toi pour protéger mes intérêts. » Mais il le fait parce que c'est ton... Est-ce que tu penses qu'il dit ça parce qu'il a confiance en sa sœur et que c'est parce qu'il le fait, ou parce qu'il a intimement, et là on revient sur la discussion de départ avant la publicité, intimement la conviction que comme agent, tu as cette... J'ai prouvé. Ouais. Alors, il faut savoir une chose, c'est que je n'ai jamais dit à Amadou, fais-moi confiance. Pour moi, une confiance, ça se construit. Donc, j'ai mis les actions. Comment je vais dire ça? T'as joint l'acte à la parole. J'ai toujours joint l'acte à la parole. Toujours. Depuis tout petit, quand il me dit, ah non, mais je te fais confiance. Non. Viens, lis ton contrat. Ah, mais le sponsor, non, t'inquiète, je te fais confiance. Non. Viens, regarde les chiffres. Lis tous les articles. Assieds-toi, prends le temps, lis. Parce que du coup, c'est comme ça aussi que tu fortifies la confiance. Quand sur 100 fois, quelqu'un t'a dit quelque chose et que les preuves sont là, bah après, ça y est, normalement. Tu vois. Donc, j'ai toujours joint l'acte à la parole. Et je ne suis pas l'agent de mon frère parce que je suis sa sœur. Je suis aussi l'agent de mon frère parce que je suis qualifié pour l'être. J'ai fait les formations, j'ai ma licence FIFA, j'ai suivi des cours de scouting, je me suis réellement formé et je me forme encore au quotidien. J'ai des discussions avec des avocats pour comprendre au mieux le milieu dans lequel j'évolue au quotidien. Et en plus, là maintenant, avec l'examen FIFA, bah, tu dois faire des examens tous les X mois, hein, donc des tests en tout cas. Alors, en plus de ça, tu as du talent, mais surtout ce qui est intéressant, et c'est la raison aussi pour laquelle je t'ai invité aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, tu bifurques complètement avec
ce qui peut arriver et qui est malheureusement très, très aujourd'hui récurrent et dont tu souffres aussi pour d'autres clients, j'en suis certain, c'est le fait d'avoir des parents qui sont en fait là pour incarner leur rôle de parents et qui sont en fait dans une forme de prédominance de la gestion de leur enfant sans réellement avoir la compétence en fait pour le faire. Et ça, c'est quelque chose... qui est dangereux. C'est ça qui est dangereux. Et donc, c'est important aussi de ne pas avoir d'amalgame quand on parle de ta personne et de toi, parce que tu fais un peu figure, je trouve, d'exception dans un milieu où, quelque part, les parents sont là pour le fait d'être parents. En disant, c'est mon père, donc puisque le joueur dit c'est mon père, donc puisque c'est mon père, vous lui faites confiance, vous l'appelez, etc. Ça ne fonctionne pas comme ça dans le milieu du football. Normalement, ça ne devrait pas fonctionner comme ça. Ça devrait fonctionner comment ça fonctionne avec Amadou. Mais tu fais partie d'une exception. C'est aussi la raison pour laquelle tu es invité aujourd'hui. Parce que tu as certainement aussi dû le vivre. En fait, les parents sont là pour l'appât du gain et parce qu'à un moment donné, ça tremble devant un chèque d'1 million d'euros. Et on ne les blâmerait pas pour ça. Hein. Tout le monde tremblerait devant un chèque d'1 million d'euros. Heureusement, pas tous, mais c'est vrai que c'est un milieu qui est très compliqué où les parents, voilà, et on parle souvent des projets Mbappé, etc. Et je trouve ça très, très dangereux de ne pas se former. Alors, ils peuvent commencer un peu comme moi, tu sais, au début où je tente le truc. Mais je pense que dès que tu vois que l'enfant a réellement des capacités et qu'en plus de ça, il a l'envie et qu'il a envie d'en faire une carrière, si tu veux réellement diriger, je mets des gros, l'aider pour sa carrière, alors forme-toi. Forme-toi. Enfin, aujourd'hui, il y a Internet. Tu peux lire plein d'articles, que ce soit articles de journaux, que ce soit prendre des cours de gestion ou de management du sport ou autre. Donc on n'a pas d'excuses. Mais juste dire je suis l'agent parce que je suis le parent ou le frère ou la sœur ou le cousin, non, c'est dangereux. C'est super dangereux. C'est aussi parce que parfois, c'est ne serait-ce que même par appât du gain qu'ils sont présents. Ils ne sont pas là parce qu'ils veulent faire un travail qui est compétent. Ouais. C'est parce qu'ils savent qu'à un moment donné, et c'est malheureusement le cas qui est parfois tombé sur certains Diables Rouges très connus, qui jouent d'ailleurs avec Amadou, excuse-moi de le dire, en équipe nationale de Belgique, c'est qu'à un moment donné, les parents, ils sont là pour récupérer le cash, et derrière, le joueur passe d'une agence à une autre en ayant récupéré des avances. Et c'est juste quelque chose qui existe, en fait. Bien sûr, ça existe. Et c'est un fléau, donc c'est un gros fléau. Donc tu peux aussi souffrir. Bien sûr, j'en souffre parce que j'ai déjà eu des joueurs que j'ai abordés, avec lesquels je voulais travailler. Et à la fin, j'ai dit non parce qu'en fait, les parents voulaient des avances. Oui, mais tel agent, il nous propose autant. Ok, très bien. Mais alors, non, ça va pas, on ne va pas travailler avec vous parce que c'est malsain, c'est malsain. Et en plus de ça, il y a toujours quelqu'un qui pourrait payer plus que toi, en plus de ça. Il y a des agences, elles ont des centaines de joueurs qui peuvent mettre des sommes incroyables que moi, je ne veux pas faire. Je veux pas le faire. Et donc, tu lis directement... Et en plus, j'ai pas ces objectifs-là aussi. J'ai pas cet objectif d'avoir des centaines de joueurs. Moi, ça ne m'intéresse strictement pas. Oui, en plus de ça, tu lis la relation directement à l'aspect uniquement monétaire. Exact. Et donc, du coup, entre guillemets, tu gâches un peu l'intérêt aussi du développement même de la relation entre son manager, le joueur et son manager. En mettant l'argent, quelque part, tu rends un peu impropre la relation, quoi. Clairement. Après, bon, voilà, il ne faut pas mettre trop d'émotions dans ça et ça doit rester aussi du business. Il faut garder une certaine distance. J'ai beaucoup de mal à le faire parce que quand j'apprécie réellement un joueur, voilà, moi je le traite comme mon petit frère. Comme j'ai dit, l'exigence que je mets sur Amadou, je le mets sur les autres joueurs, etc. Le temps que je mets, etc. L'énergie. Mais je ne le fais juste pas. Je ne critique pas ceux qui le font, parce que le milieu du football est très, très, très compliqué. Je ne critique pas les parents qui acceptent les sommes, parce que la vie est dure, et elle devient de plus en plus dure. Et en plus, on ne sait pas de quel milieu ils viennent. Les gens qui ont mangé, comme je l'ai déjà dit dans le passé, du pain avec du pain, on vient avec un chèque d'1 million qui change ta vie et la vie de toutes les personnes qui sont autour de toi. On ne peut pas critiquer ça. La vie est dure. D'ailleurs, ton rapport à l'argent, c'est comment, là, depuis que ça commence à justement bien fonctionner pour toi en tant qu'agent? Est-ce que tu sens que les choses ont diamétralement évolué ou tu sens pas nécessairement du mouvement sur cet aspect-là de ta vie? Alors, pour moi, il n'y a pas grand-chose qui a changé parce que mon entourage, je l'ai depuis 20 ans, minimum. Les personnes qui sont autour de moi, donc mes amis, je peux les compter sur les doigts d'une ou deux mains.
Ils sont là depuis 20 ans, réellement. C'est des gens que j'ai rencontrés lors de mes études ou lorsque je travaillais à l'extérieur du milieu du football. Donc à ce niveau-là, non. J'ai la chance d'avoir un entourage aussi qui n'a pas changé parce que mon frère est joueur de foot ou que je suis agent et qu'on gagne bien notre vie. Ça, c'est très, très rare. Ça, c'est vraiment de l'or. Si demain, je fais un caprice, t'inquiète pas que ce soit ma mère ou que ce soit mes amis, elles vont me dire, mais calme-toi, tu vois. Donc ça, c'est vraiment gratifiant. Mais tu te rappelles pas d'un sentiment où, tu vois, parce qu'on dit souvent l'argent, c'est de l'énergie. Où tu as reçu d'un coup un gros truc, et ça a dû quand même... Ça donne de l'adrénaline. Mais après, moi, mon cerveau, il fonctionne peut-être pas comme tout le monde. Je passe vite à autre chose. Et en fait, je suis toujours sur le qui-vive. What's next? What's next? C'est dangereux. Hein. Ok, c'est quoi la prochaine étape? Pourquoi c'est dangereux? C'est intéressant. C'est dangereux parce que tu peux peut-être ne jamais être satisfait. Tu vois? Après, je travaille sur ça. Mais ouais, j'ai du mal à apprécier. Ouais. J'ai du mal à apprécier les choses que je réalise pendant longtemps. Je vais les apprécier pendant 1 semaine ou 2 semaines. Ok, quel est le prochain projet? Quel est le prochain step? Tu vois, c'est toujours... keep it going, tu vois, il faut que j'avance, quoi. Donc, voilà. C'est peut-être dû aussi par rapport à ta vie et ta situation aussi, je veux dire, un peu personnelle, etc., où tu sais qu'à un moment donné, tout doit aller vite. Peut-être tu as ce sentiment-là aussi qu'il faut que tu remplisses toute une série de cases et le plus rapidement que les autres. Est-ce que tu sens aussi cette urgence, en fait? Oui, un peu. L'avantage, c'est que je l'applique pas... je l'applique à ma vie, mais je ne l'applique pas... Tu fais pas payer ça aux autres? Je pense pas. Je ne pense pas. Okay. Je peux pas l'affirmer, parce qu'il faudrait demander aux autres. Alors oui, j'aime avoir un certain rythme, mais je ne pense pas que je l'applique dans tout. Ouais. On va revenir un petit peu en arrière et je vais parler d'un moment qui était assez tendu, en fait, qui était assez... on avait notamment eu des discussions un peu engagées à ce moment-là. C'est le transfert d'Amadou du côté d'Everton à partir de Lille. Et il y a une chose que toi, tu as toujours eu du mal, c'est la mentalité française. C'est très, très compliqué chez toi. C'est pas la mentalité française, c'est la communication française. Ok. Avec laquelle j'ai du mal. Mais c'est parce que c'est vraiment différent de la nôtre. Même si les Belges et les Français, ils parlent français. Après, on a des néerlandophones et des germanophones chez nous. Mais on ne parle pas du tout le même français. Les Français vont communiquer avec des phrases de « il a sous-entendu que ». Mais qu'est-ce que ça veut dire? Dans ma tête, je ne comprends pas. Ou il m'a fait comprendre que. Ok, ils sont dans une double lecture. Il t'a dit ou il t'a pas dit? Dans mon cerveau, c'est très compliqué. Alors, je ne dis pas que... Là où les Belges, on va être beaucoup plus direct, parfois un peu trop abrupt, mais je pense aussi que c'est dû à notre histoire et aux différentes langues que nous parlons dans le pays. Donc, par exemple... On va parler avec des clubs, bon déjà, où on va se parler en anglais, où on va se parler en flamand, où on va se parler en français. Donc, et si il y a un néerlandophone qui discute avec un francophone ou un anglophone, ben voilà, on va essayer de faire des phrases courtes et ça va être très direct pour essayer d'éviter les incompréhensions. Et à Lille, ça, c'était problématique? Ouais, clairement. Clairement, parce que, enfin, sur le marché français de manière générale, moi, j'ai du mal avec le fait que ce soit que ce soit pas direct, en fait. Il y a beaucoup plus de subtilité. Après, ça fait partie aussi parfois de leur stratégie, pour un peu t'embrouiller, tu sais. Ils veulent te désorienter. Te désorienter. Et c'est compréhensible, là, c'est le jeu, hein, c'est ça aussi qui rend les choses parfois un peu fun et challengeantes. Mais oui, c'est quelque chose qui est complètement différent de chez nous. Ouais. Et donc, il faut s'adapter, hein, tout simplement. Et comment ça s'est passé? C'est parce qu'il y a quand même eu beaucoup de tensions à un moment donné, dans les dernières secondes, dans les derniers instants. Je me rappelle, vous attendiez un papier. Il y a le stress du transfert d'Amadou de Lille vers Everton. Moi, je l'ai senti comme une espèce de changement de statut aussi, de vie pour Amadou. C'est comme une forme de concrétisation, de consécration d'une vie qui passait d'un step à un autre, quoi, tu vois. Donc, il y avait beaucoup de nervosité par rapport à ça. Est-ce que tu peux me raconter et m'immerger un peu dans ce qui s'est passé vraiment à ce moment-là? Alors, déjà, quand tu as 2 clubs
qui veulent le joueur, c'est toujours compliqué. Lille voulait garder le joueur encore 1 an. Le projet était sur 2 ans. Bon, on l'avait signé 4 ou 5 ans, hein, mais le projet réellement, il était sur 2 ans. On le prend, on le travaille, il fait une deuxième saison, bam, on le vend. Malheureusement, heureusement, notre parcours, on respecte rarement le plan. Hambourg, c'est la même chose. Il devait rester 2 ans. Si Hambourg montait, il faisait encore 1 an en Bundesliga et puis on le vendait. Hambourg n'est pas monté. Raison pour laquelle on s'est dit, voilà, il faut trouver un autre projet où il peut continuer d'évoluer. Et on est allé à Lille. En plus, Lille était champion, ils allaient jouer la Champions League. C'était un super projet pour Amadou. On fait 1 an, ça se passe pas aussi bien que l'on espérait. Ça se passe pas bien avec le coach. Je pense que Amadou, sur la saison complète, il est titulaire 11 fois, ce qui est peu. Et il n'avait pas compris Jocelyn Gourvenec n'avait pas compris le style de jeu d'Amadou. Tout à fait. Il l'a utilisé à plusieurs postes. On n'a pas compris, dont une fois en Champions League en 9,5. Enfin voilà, ça ne nous correspondait pas du tout. Donc on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Nous, on a commencé à promotionner Amadou partout en Europe. Et on a eu un retour d'Everton. À ce moment-là, Frank Lampard était l'entraîneur. Et il a montré un très très grand intérêt pour Amadou. On a commencé les discussions, etc., etc. Mais quand tu as 2 clubs qui veulent le joueur, donc Lille veut garder le joueur parce qu'ils se disent, si on le travaille encore 1 an, le prix va exploser. Voilà. Puis il y a Everton qui, eux, ils ont vraiment besoin d'un profil comme Amadou. Bah voilà, c'est bagarre. Un club français qui sait que bah voilà, les clubs anglais ont les moyens. Enfin, voilà, c'est très compliqué. Je pense que c'est ce qui a rendu le transfert très compliqué. Ouais. Mais c'était pas une question d'argent, est-ce que c'était pas une question de détail ? Parce qu'à un moment donné, j'avais un peu l'impression que Lille devait envoyer un document et il ne l'envoyait jamais. Il y avait un point de rupture qui a été à ce moment-là touché. Je sais plus quel était le document. Je sais ça. Et je sais plus quel était le... Je sais que le dernier document qui restait, c'était le Termination Agreement. Ça, je m'en rappelle. Okay. Parce que j'avais suivi le dossier. Mais je sais plus ce qui s'est passé en dernière minute, mais je sais que on était un peu tous tendus. Mais attends, mets-toi aussi à notre place. Hein. Moi, c'était le plus gros transfert que j'ai fait. Enfin non, à ce moment-là, c'était le plus gros transfert que j'ai fait de toute ma vie. Je ne voulais pas échouer. C'était game changer. C'était vraiment un game changer. C'était game changer pour la carrière d'Amadou. C'était game changer pour ma carrière aussi, on va pas se mentir. Pour l'agent, ce genre de choses. Pour la famille, ça changeait tout. Jouer en première ligue, ça change des vies entières, tu vois. Donc, je me suis mis énormément de pression pour ne pas échouer. Bon, on a réussi, mais je me suis mis énormément de pression. Mais en fait... Tu n'es pas passé par la facilité, Mélissa, parce que tu as décidé de faire le deal tout seul. Tu aurais très bien pu déléguer à un agent anglais ou avec une agence anglaise. Pourquoi faire ? Dealer et laisser faire. Quel était l'avantage de faire ça ? Bah, la tranquillité d'esprit. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Quand je fais un transfert et qu'il n'y a que moi dans le deal, j'ai toutes les clés en main. J'ai toutes les informations. Il n'y a pas de filtre. Donc, je ne vois pas pourquoi je déléguerais ça à un agent anglais. Alors que je sais le faire. Je suis formé pour, j'ai qualification, j'ai ma licence. Donc, pourquoi est-ce que je vais déléguer l'avenir d'un membre de ma famille à quelqu'un d'autre, alors que je peux le faire. Je l'ai prouvé. Alors j'ai eu plein d'agents qui sont venus vers moi. Non, mais tu vas pas réussir. Et puis même, il y a même des clubs qui ont envoyé des agents à Lille pour essayer de récupérer le dossier. Après, j'ai une bonne relation avec Olivier Le Temps. Il m'a appelé, il m'a dit, mais Mélissa, moi je sais que c'est toi l'agent. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ci, ça. J'ai dit, écoutez, laissez-les faire. Ça, c'est quand West Ham faisait le pressing, je me rappelle. Nous, on continue notre chemin. Et voilà, on a réussi. Même chose pour sortir Amadou d'Everton. Le nombre d'appels téléphoniques. Non, mais Mélissa, tu sais, on a l'expérience, on a énormément de relations, ça va être facile, etc. Ok, est-ce que vous pouvez me garantir ça et ça ? Non, mais en fait, et ça commence à bégayer. Ok, d'accord. Et je parle de très gros agents. Hein. Je parle des agents qui ont fait des milliards. Hein. Ce que tu voulais comme garantie, c'était quoi ? De l'argent ? Non, c'est pas de l'argent, mais la garantie qu'il va pouvoir partir, la garantie que... Voilà, il y a plein de points qu'on peut établir, mais pas d'argent. Non, ça c'est sûr que... Enfin, je veux dire, de toute façon, l'argent, ça va rentrer à un moment ou à un autre, tu vois. Mais, je sais pas, j'étais convaincue qu'on allait pouvoir le faire et
J'ai une bonne relation avec les clubs, donc pourquoi je vais devoir pourquoi passer par quelqu'un d'autre en fait? On a une bonne relation, on s'entend très bien avec les clubs dans lesquels Amadou pourrait aller ou était, etc. Mhm. On a une agence au final, hein. On manage quand même 34 joueurs, tu vois. Tout à fait. Be the Future Management fonctionne Mhm. très bien. Félicitations pour ça. Mais c'est juste que parfois, certains commettent l'erreur de ne pas parler à la bonne personne. Donc, tu perds du temps. Et le Mais travail, il les est de bonnes savoir personnes, parler c'est aux bonnes qui? personnes. C'est les directeurs Non, sportifs. mais en l'occurrence, Frank Lampard était convaincu. Il Mhm. voulait absolument le joueur. Mhm. Je pense que de manière un peu unanime, c'était un joueur important qui avait fait la différence et qui rentrait complètement dans ce qu'il voulait en termes de strat, etc. Donc, tu as pu aller au bout du dossier. Tu vois ce que je veux Non mais dire? attends, nous quand on choisit, enfin quand on se dit ok c'est un bon club pour Amadou, il faut savoir une chose. On va pas parler qu'avec l'entraîneur, hein. L'entraîneur il peut sauter après un mois. Que ce soit pour Amadou ou pour les autres joueurs, on fait toujours en sorte que tout le monde veuille le joueur dans le club. L'entraîneur, il veut le joueur. Le directeur sportif, il veut le joueur. Le T2, il veut le joueur. Le directeur technique, ce que tu veux, qui tu veux dans le club, ils doivent croire aux joueurs. Ou sinon, ça ne va pas. Parce que si le directeur sportif il saute et que l'entraîneur il n'aimait pas le joueur, comment ça se passe, etc., etc. Tu sais très bien comment ça fonctionne. Donc moi j'essaie toujours de faire en sorte que le joueur, le potentiel du joueur soit vu par toutes les personnes qui composent le club, un maximum en tout cas. Et donc, du coup, après cette saison, il y a l'opportunité de quitter le club. Il y a un refus j'allais dire Arsenal, non, il y avait un intérêt d'Arsenal, mais je ne pense pas que vous avez refusé Arsenal. Il y a un refus d'aller du côté de Manchester United pour aller du côté d'Aston Villa. Euh, En quoi, aujourd'hui, Aston Villa représente les garanties sportives les plus importantes pour se permettre, et encore une fois, c'est intéressant d'avoir ton regard et les discussions que tu as eues à Amadou au moment où tu fais le choix, où tu dis, non mais en fait, Manchester United, financièrement, il n'y a même pas besoin, ils sont déjà prêts à s'aligner, c'est pas une question d'argent, on leur dit non pour privilégier le projet sportif. Je sais quelque part ce que tu vas me dire, mais moi je vais aller plus loin par rapport à ça. Attends, d'abord j'aimerais le fait que j'ai dit non à Manchester United. C'est faire un raccourci. L'histoire c'est quoi? C'est que Amadou fait une bonne saison avec Everton. Aston Villa nous montre de l'intérêt. Manchester United montre de l'intérêt également. Aston Villa, à partir du moment où ils montrent de l'intérêt, ils sont très solides sur leurs appuis, si je dois parler en termes footballistiques. Ils sont constants. Tout est clair, limpide. Le projet sportif, il est impeccable. On parle avec le coach, on parle avec le directeur sportif qui était Monchi à l'époque. Les conditions salariales aussi sont bonnes, on va pas se mentir. C'est un projet où Amadou peut continuer d'évoluer. D'accord? On avance dans les négociations. Enfin, les discussions, on va pas dire négociations, parce que négociations, c'est pendant vraiment le mercato. On communique. L'euro arrive, Amadou preste. Et on concrétise. D'accord? Lorsqu'on commence à réellement concrétiser, Manchester rentre dans la danse. Mais moi, j'ai déjà donné ma parole à Aston Villa. Il suffisait juste de faire quelques détails et puis c'était fini, c'était signé. Donc, à partir du moment où ils viennent, c'est là que je me dis, écoute, je leur dis, écoutez, nous, on a déjà donné notre parole et je sais très bien que au niveau des conditions financières, vous allez pouvoir les dépasser, etc. Mais on a déjà donné notre parole. Et deux, le projet match avec Amadou, en fait. Le type de football qui joue, l'ambition du club, etc., ça match. Tu sais que pour choisir un club, le timing, c'est super important. Et à ce moment-là, le meilleur projet sportif, c'était Aston Villa. Raison pour laquelle nous avons dit non à Manchester United. Et ça l'est toujours aujourd'hui. Le meilleur projet pour Amadou, c'est toujours Aston Villa. Oui, bien sûr. Il est engagé avec Aston Villa. Il se sent très bien dans le club. Il continue de se développer, de travailler. Et puis on verra. Est-ce qu'aujourd'hui, je ne vais pas trahir un secret qu'on a eu entre nous, mais est-ce qu'aujourd'hui, la limite d'Amadou Onana, elle se situe à Aston Villa? Aujourd'hui, il est dans un projet où il doit se développer. Est-ce que c'est sa limite? C'est à lui de montrer. C'est pas à moi de le dire. Ah, je pense que tu as une connaissance en football.
Moi, si tu me demandes quelle est la marge de progression d'un joueur de foot, je peux te dire jusqu'où il peut aller. À titre personnel, je pense qu'Amadou Onana peut montrer beaucoup plus que ce qu'il montre actuellement. Donc, potentiellement, il peut aller dans un club beaucoup plus important. Quand je parle d'un club beaucoup plus important, personnellement, je pense aux deux plus grands en Espagne, le Real Madrid, le FC Barcelone, évidemment le Bayern Munich. Je pense que ça ne serait pas du tout un problème pour Amadou dans son style de jeu. Je pense que ça conviendrait parfaitement et ce serait même un peu une solution de facilité d'aller au Bayern. Enfin, ça, c'est un peu mon idée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a tellement d'espace en Bundesliga qu'aujourd'hui, Amadou Onana, dans sa prise d'infos, sa manière de travailler, etc., je dirais même que tout serait tellement mis en condition pour lui permettre de gagner dans une équipe dominante, avec un entraîneur qui joue un football offensif, avec beaucoup d'espace aussi dans le milieu de terrain, donc pour lui permettre de se développer, etc., qu'il ne serait pas mis face à ses limites. S'il signe au Real Madrid demain, ça va être très difficile pour lui. Et ça va lui permettre de progresser encore et de devenir un autre type de joueur. Parce qu'à titre personnel, moi j'ai toujours dit que Amadou Onana était le Yaya Touré de la Belgique, tu vois. Parce que je trouve qu'il peut atteindre ce niveau-là. Quand je dis Yaya Touré, pour moi, c'est un compliment. Je le considère comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football africain. Mais tu sais, ce genre de choses, moi, c'est... Là, tu justifies par rapport à certaines choses. Moi, c'est un avis, ce que tu me donnes là maintenant, tu vois. Donc, je ne le prends ni mal, ni bien. Je suis vraiment complètement neutre par rapport à ce que tu dis. Et par rapport à la question que tu m'as posée, je ne vais pas m'aventurer à te donner des réponses parce que pour moi, ce n'est pas à moi de dire ce genre de choses. Ce n'est pas à moi de dire... Amadou peut aller plus loin, Amadou peut aller plus haut. Mais tu le penses on pense qu'il peut aller plus haut. Bien sûr. Ok. Je pense qu'il peut aller plus haut, mais c'est à lui de montrer. C'est à lui de le prouver au club, tu vois. Et il faut voir s'il a envie aussi. Il y a plein de... Enfin, voilà. Bien sûr qu'il a envie. Tu connais Amadou, il est super ambitieux. Mais c'est pas à moi de le dire. Je préfère quand les gens le voient. Parce qu'en plus, je pense que si je le dis, certaines choses, ils vont dire, mais... Elle n'est pas très objective, hein, c'est son petit frère, voilà. Il y a un côté émotionnel, etc. Je préfère ne rien dire, regarder juste. Je voulais aborder avec toi aussi un sujet très important parce que tu mets du cœur justement à l'ouvrage sur ce sujet et c'est hyper important, c'est l'académie que tu as, avec laquelle tu collabores en Afrique, surtout au Sénégal. C'est important parce que j'y vois aussi une forme d'envie de donner pour pouvoir redistribuer. Il y a cette volonté aussi de faire les choses d'un point de vue business parce que c'est intéressant, mais également aussi pour apporter quelque chose de plus au Sénégal, pour apporter ta plus-value et donner justement cette plus-value-là pour faire progresser les choses. Est-ce que je me trompe ? Non, c'est vraiment ça. Il y a cette envie de donner au continent. Parce que voilà, l'Afrique c'est un continent qui donne énormément et parfois tu as envie de rendre un peu et c'est satisfaisant aussi de pouvoir avec un petit peu de savoir changer certaines choses et enrichir la vie de certaines personnes. Donc oui, on s'investit énormément dans l'académie. On avait mis un entraîneur belge qui était venu pour travailler avec les joueurs. Là maintenant on a dû un peu recommencer à zéro parce que voilà, on avait fait des partenariats avec certaines personnes, ça n'a pas bien marché, on n'avait pas la même vision. D'accord. Donc on a réorienté le travail. Mais oui, on essaie de donner des opportunités à des jeunes joueurs. Et surtout, il y a un travail sur... Et de l'exposition. Oui, justement. Par rapport à l'exposition, il y a un travail sur lequel toi, tu t'attelles de manière assez forte. C'est le fait de faire venir des clubs étrangers, des clubs de toutes parts pour pouvoir convaincre de les récupérer, etc. Mais on voit à quel point c'est rude, c'est compliqué. C'est-à-dire que aller convaincre justement un club étranger, ou plutôt un club européen, de venir prendre un joueur au Sénégal, il doit être tellement plus fort que les autres que quelque part la concurrence, elle est à la limite, j'ai envie de dire animale, quoi. C'est vraiment très très rude. Comment tu joues par rapport à ça ? C'est très compliqué. Franchement, c'est horrible parce qu'en plus on n'est pas aidé par les politiques aussi, que ce soit en termes de visa. Ça, c'est le plus dur. Donc là, par exemple, là, on se concentre sur le Sénégal par rapport à l'académie. Mais en fait, moi, j'organise des tournois aussi en dehors du Sénégal. Et dernièrement, j'en ai fait un en Côte d'Ivoire. En février, on a fait venir, je pense, plus de 10 clubs. Et il y a un joueur qui a signé pour Midtjylland. Et en fait, je me suis perdu dans mes pensées. Midtjylland, ouais, le joueur que tu as signé. Adama Démé, hein. Ouais. Ça se passe très bien pour lui d'ailleurs, c'est un super gosse et c'est un travailleur en plus, j'adore. Donc je disais, les politiques ne nous aident pas et parfois même les présidents d'académie ne nous aident pas. Ils rendent les choses très 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 compliquées.
C'est quoi ta question? Je suis désolée, j'ai perdu le fil. Non, mais ce que j'expliquais simplement, c'est de comprendre comment est-ce qu'on fait évoluer les mentalités avec ces clubs européens pour les motiver à encore plus venir investir dans un secteur qui est le secteur du football africain, mais de manière générale Alors, au Sénégal. Pour la Belgique, c'est très compliqué déjà parce que les clubs aussi sont handicapés, parce qu'il y a le minimum salarial. Le minimum salarial aujourd'hui pour un joueur extra-communautaire, donc qui n'a pas un passeport européen, c'est, je pense, 95 000 euros brut par an. Donc ça veut dire que même un club de division 2 belge, ça va être très difficile pour eux de prendre un risque. Donc je peux comprendre. Ensuite, ils ont peur parce que lorsqu'on sort un joueur de son environnement, ben on ne sait pas comment il va réagir. Donc ça aussi, c'est un risque. Donc moi, ce que je conseillerais aux clubs belges ou de manière générale, ils le font déjà un peu, hein, mais il faudrait peut-être l'intensifier, c'est d'observer le joueur pendant plusieurs années. Peut-être commencer à observer le joueur quand il a 15-16 ans. Alors je sais, c'est très difficile de suivre un joueur en Afrique. Il peut changer d'académie et puis on perd sa trace. Mais je pense qu'il y a des choses à faire et à construire. Et aussi, pour les académies, c'est d'établir des partenariats. Tu sais, maintenant, il y a des structures comme IFREC. Ça te parle? Non, explique-moi. C'est quoi, pour ceux qui ne connaissent pas, si ouais, c'est une structure qui reprend les statistiques des joueurs. D'accord. Et qui font passer des tests aux joueurs. Ils ont une application aussi et qui sont en train de développer et qui va faire en sorte de pouvoir reprendre les statistiques des joueurs qui n'ont pas d'équipe. Tu vois, donc on les teste sur certains points et on reprend ça, on met ça sur une application et ça permet au club de se dire « Ah ouais, ok, ce joueur-là, il est libre, mais en fait, il a telle capacité et ce serait intéressant qu'on lui fasse passer un test parce qu'on a vu ça, ça et ça. » Ils font des matchs amicaux. Là, j'ai encore été il y a quelques jours, il y avait Rayo Vallecano qui était là, qui ont recruté quelques joueurs. Tout ça, c'est des joueurs qui n'ont pas de club. Et je pense que si on applique ça à des académies africaines, ce serait super intéressant et il y aurait moins de risques pour les équipes européennes de recruter sur le continent. Oui, c'est ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de prendre, on dit forcément les clubs belges, etc., qui sont frileux, un peu plus frileux aussi que les clubs scandinaves, où là vraiment on a une démarche qui est vraiment bien partie. Oui, mais les clubs scandinaves, ils font partie de l'accord de Cotonou, pour beaucoup d'entre eux, tu vois. Donc du coup, il n'y a pas de minimum salarial. Donc pour eux, c'est un plus petit risque aussi. Donc, c'est vraiment l'argent, ok, d'accord. Je pense que c'est le financier, parce que sinon... on a besoin de profils ici, que ce soit en Belgique ou ailleurs. Les recruteurs, pour moi, il y a des profils qu'on ne trouve plus sur le territoire belge. Donc, ou alors il faut former. Il faut former un maximum ce qui nous manque. Voilà. Il y a un manque de visibilité, tu l'as dit clairement, tu travailles pour ça en Afrique. Comment on rend le processus plus clair? Comment est-ce qu'on fait avancer les choses dans les académies de football en Afrique pour accélérer le processus? Faire un effort sur l'administratif. Je pense qu'il y a des fédérations qui doivent vraiment aider aussi, peut-être envoyer même des personnes de la fédération ou des personnes qui font partie de certaines structures pour former les personnes, pour former dans les académies. Plus de vidéos, plus de stats, plus de marketing tout simplement. Après c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de gens qui créent des académies qui ont vraiment envie de changer les choses mais qui n'ont pas les moyens aussi. Être plus strict au niveau des frais de solidarité, donc que les clubs européens aussi payent quand il faut les transferts et que les académies africaines puissent continuer de se développer dû aux bénéfices qu'ils ont gagnés dû à des transferts de joueurs. Je pense qu'il y a des règles à établir pour qu'elles soient beaucoup plus strictes, tu vois. Alors, j'ai une petite surprise pour toi, mais juste avant, je veux te poser une question. Tu es une manageuse, il faut absolument que tu m'expliques comment tu transformes le non en oui. Quel est on veut ton truc, là. On veut sortir de cette interview, de cette émission, avec un truc. Pour moi, le non... Alors, en négociation, entendons-nous bien, le non est une invitation à faire mieux. En négociation. D'accord? On a bien compris. Ok. C'est une invitation à mieux restructurer mon offre, ma demande. C'est une invitation à mieux comprendre la demande du club, etc., etc. Donc, quand tu penses que ça peut... C'est jamais non. C'est non, mais. Ou oui, mais. Donc, voilà, c'est juste faire mieux, corriger certains... rééquilibrer. Ou alors c'est non, mais plus tard peut-être oui. Exactement. Okay, voilà. Mais c'est très rarement non.
C'est très très rarement non, dépendant du joueur. Ou alors dès le départ, ça va être non parce qu'ils n'ont pas le profil ou qu'ils n'ont pas besoin de ce profil-là. Mais c'est très très rare. Et tu t'es pris des portes quand même au départ, quand tu proposais les joueurs. Bien sûr. Attends, moi, quand j'ai commencé, il faut savoir que par exemple, une personne comme Chiellini, tu sais, pas Oui, Giorgio, Claudio, voilà. de la Juve. Je l'ai rencontré à la sortie d'un stade. Donc j'étais avec mon ex dans le stade, on regardait un match, et il me dit, ben voilà, ça c'est Claudio Chiellini, il travaille à la Juventus, etc. Il travaille à la Juventus? Ok, ça va. Je suis sorti genre 15 minutes avant le match, au cas où il allait sortir plus tôt, et j'attendais devant le stade pour lui donner ma carte, pour lui montrer une vidéo d'Amadou. Enfin, j'ai fait des dingueries. Hein. Incroyable. Ouais, non, j'ai fait des dingueries. Ton ex de l'époque, il a dû très très bien le prendre. Non, mais il s'en foutait parce que lui aussi, il aimait bien le football. Mais il m'avait montré plusieurs personnes et j'ai attendu à la sortie du stade pour leur parler, pour leur montrer des vidéos, pour échanger les contacts. Non, mais j'ai fait des choses incroyables. Quand je regarde un peu derrière, je me dis, ah ouais, quand même, t'as osé certaines choses. Hein, t'as osé. Bon, allez, Mélissa, ça a payé aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord et je suis très content pour toi. J'ai une petite surprise pour toi, tout de suite. On est parti, c'est la sauce en off. La sauce, c'est le moment où on met un petit peu Mélissa sur le grill ou qu'on lui fait une petite surprise. Aujourd'hui, on a choisi de faire une petite surprise. Je vais donner mon téléphone et je vais te laisser prendre effet, tout simplement, d'une certaine vidéo. Okay. Et puis, on va réagir évidemment après tout ça. Petite surprise pour Mélissa. C'est parti. Salut Mélissa, j'espère que tu vas bien. Bon, j'ai une petite question pour toi. Avec tout ce que tu as vécu dans ta vie, hein, que ce soit la maladie, les galères, les hauts, les bas, est-ce que honnêtement tu aurais préféré une vie plus simple, sans toutes ces épreuves, ou au contraire tu es fier de tout ce que tu as accompli, que ce soit en tant qu'agent, aujourd'hui où tu as mis l'agence, et aussi de voir l'évolution de la carrière de ton frère? Bonne surprise, c'est une très bonne surprise. Mais oui, donc il s'agit de Paulin, ton assistant personnel, qui est une personne que tu as vraiment, j'ai envie de dire, chouchouté du début à la fin. Tu l'as démarré, c'est grâce à lui c'est grâce plutôt à toi qu'il a grandi dans sa carrière. Effectivement. Et comment tu as eu son contact? Ah, je suis un bon journaliste. Ah, je me souviens pas qu'on ait échangé, je sais plus. Non, on n'a jamais échangé. J'ai eu son contact grâce à différentes personnes qu'on a en commun. Ah, voilà, cool. sans trop en révéler. Et donc du coup, je voulais un petit peu ta réaction par rapport à sa vidéo, forcément. Par rapport aux épreuves, non, ça m'a construit. Ça m'a construit. Les épreuves ont construit la femme que tu as en face de toi aujourd'hui. Ça a forgé mon caractère, ça m'a appris beaucoup de choses sur moi et sur la vie en général, tu vois. Ça m'a aidé, hein, clairement. Tu sais, à un moment donné, quand tu as des grosses galères comme ça, tu te dis, mais vas-y, pourquoi tout le temps moi, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Mais aujourd'hui, je vois les choses différemment et je me dis que ça devait arriver, enfin que c'est arrivé en tout cas pour une raison. Et après, c'est un peu mon côté spirituel. Je ne suis pas spécialement croyante, mais je ne suis pas plus spirituelle. Et je pense qu'on m'a fait vivre ça pour que je sois à certains endroits à un certain moment. Rien n'arrive par hasard. Rien n'arrive par hasard. Je pense que si je n'avais pas eu la drépano ou l'endométriose, le fait qu'on ait dû m'enlever mon utérus, etc., plus le cancer, j'aurais fait le tour du monde. Je n'aurais pas grandi auprès de mes frères et sœurs. Je pense que je devais être là. J'aurais peut-être pas été aussi proche de ma mère. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font aujourd'hui que je me dis, je devais passer par là en fait. Ouais, et ça fait... C'était obligatoire. Ça fait évidemment toi... Ça fait qui tu es, en fait, tout simplement. Et d'ailleurs, il y a une chose qui est importante, c'est que tu m'as dit oui, non, Sacha, il faut absolument qu'on parle de la santé. C'est un domaine hyper important. Dans l'académie au Sénégal, c'est un sujet que je veux absolument aborder. Est-ce que c'est possible de rajouter un petit truc là-dessus? C'est aussi dire... Oh, je vais évidemment te laisser en parler, mais c'est aussi dire qui tu es, en fait, tu vois. Tu t'occupes aussi de ça parce que tu sais à quel point c'est important dû à ta vie personnelle. Oui, c'est ça. Alors, je ne parle pas spécialement de l'académie au Sénégal, je parle de manière générale sur le continent africain. Je pense qu'on doit être beaucoup plus exigeant au niveau des tests médicaux parce qu'il y a eu trop d'accidents avec des joueurs.
des joueurs qui sont tombés sur le terrain parce que voilà, ils ont une insuffisance cardiaque ou pulmonaire ou autre, problème de fer, ce qui est très fréquent en Afrique de l'Ouest. Et je pense que les académies doivent vraiment investir, les clubs en général, doivent vraiment investir dans la santé des joueurs. Ça veut dire peut-être 1 ou 2 check-ups par an, ou avant de recruter et de signer un joueur, également leur faire faire des tests. Alors oui, parfois certains joueurs vont se dire « Oui, mais vous me freinez, vous ne me signez pas. Oui, mais peut-être qu'on sauve ta vie. » Peut-être qu'on sauve ta vie. Et j'ai déjà eu le cas où j'ai ramené des joueurs en Europe et problème de poumon, etc., on n'a pas pu les signer. Alors, le joueur t'en veut, mais peut-être que tu sauves sa vie. Je pense que c'est magnifique comme mot de fin. On rappelle que le documentaire My Sister, My Agent de Melissa Onana est tout à fait disponible. On le mettra dans la description de la vidéo pour ceux qui nous suivent sur YouTube. Merci beaucoup, Melissa, d'avoir été en off. C'était vraiment génial. C'était un bon moment. Merci pour ta bonne humeur. C'est avec plaisir, c'est super. C'est bien de pouvoir échanger les... Claire, et en fait, moi aussi, je voulais te féliciter parce que les gens ne se rendent pas compte du travail que tu abats derrière, que ce soit ton Twitter, ton Instagram, maintenant ta chaîne YouTube, etc. Et franchement, bravo pour l'évolution et courage pour la suite. Merci beaucoup. À très vite dans En Off. N'oubliez pas, comme d'habitude, de liker cette vidéo et de vous abonner si vous êtes en podcast 5 étoiles. Et on remercie, comme d'habitude, le partenaire de cette émission, Unibet Experts. À très vite, la semaine prochaine, encore un nouvel invité et encore de nouvelles surprises. Ciao.